Mon enfance américaine, en fait, avait peu de choses à faire avec le cinéma. C'est-à-dire que, comme toute Américaine qui est grandie pendant les années 50, en Amérique, j'avais une enfance où le cinéma avait une place très importante, mais le cinéma, c'était un produit de consommation. C'est-à-dire, en tant que gamin, tous les samedis matins, on était allé voir les westerns de série B, les films épisodes, etc. C'est pas si différent que l'enfance ou l'adolescence de quelqu'un comme Tavernier, Truffaut, parce que quand ils parlent de leur enfance, surtout parisienne, ou Tavernier, je crois qu'il était à Lyon, mais cette amour pour le cinéma, ça commence très jeune, mais c'est pas forcément avec l'idée de faire du cinéma, c'est que c'était un art populaire. Et ça m'a beaucoup marqué dans ma carrière, comme la culture américaine m'a beaucoup marqué. C'était quoi mon enfance? C'était les bandes dessinées, des comic books, c'était le rock and roll et c'était les films de série B, parce que c'était ça ma culture. Quand je suis venu en Europe, ça a changé, et c'est ce qui je trouve intéressant dans le cinéma que je fais. C'est un mélange un peu de cette culture européenne que j'ai eue à partir de 20 ans. Et puis cette enfance américaine qui m'a marqué, parce qu'en fait, malgré les 40 ans que je vis en Europe, je suis quand même une petite Américaine à Paris depuis toujours. Non, mon enfance, c'était vraiment les séries B, c'est surtout les films qu'un gamin de 10, 11, 8 ans, les films qu'on a vus, c'était des westerns, c'était des films épisodes. Les films noirs que j'adore, c'est en réalité un cinéma que j'ai découvert à la Cinémathèque française. Parce que en tant qu'enfant, nous, on n'avait pas le droit d'aller voir les films noirs, parce que les films noirs, ça traitait des sujets, le sexe, l'infidélité, l'intrigue, les femmes fatales. Alors pour un petit Américain, c'était un peu interdit, ces sujets. Je suis arrivé à Paris le 10 août 1965, je me souviens très bien. Et pourquoi Paris? C'est que en tant qu'étudiante, j'ai lu beaucoup de livres qui se passaient à Paris, le Movable Feast de Hemingway, Tropique de Cancer d'Henry Miller, qui était un peu mon livre de chevet en tant que jeune homme, parce qu'en fait, je voulais être romancier. Et mes idoles, quand j'étais à la fac en Amérique, c'était les poètes, Gary Schneider, un peu le mouvement de beat, et puis des auteurs, pas hommage, mais oui, un peu hommage. Henry Miller, c'est quelqu'un qui était pas publié aux États-Unis. D'ailleurs, je me souviens, mon premier voyage à Paris, c'était en 1961. J'avais 17 ans, en tant qu'étudiant entre le lycée et mes premières années à la fac. Je suis venu en France et j'ai voyagé, je faisais du stop, les auberges de jeunesse, etc. Et je me souviens d'avoir acheté Tropique de Cancer sous le manteau, parce que c'était quand même quasiment interdit en 61 aux États-Unis. Hein. Et c'est un livre, bon, il avait ce côté d'un langage un peu cru, difficile, mais en fait, ça me fait rêver de Paris, l'idée d'être à Paris, dans une petite chambre de bonne pour écrire un roman, et c'est un peu ce que je fais. Je suis arrivé donc en 65, j'avais une chambre de bonne pas loin de la Cinémathèque au Palais Chaillot, qui était tout neuf, avec les fauteuils tout neufs, tout beau, était chauffé. Et je suis allé à la Cinémathèque, pas parce que j'avais une passion pour le cinéma, mais parce que ils avaient des bons fauteuils, c'était chauffé, ça coûtait 1 franc et 1 centime. Et donc, après mes cours, parce que je suis venu pour faire un doctorat d'ethnologie à la Sorbonne, parce qu'à l'époque, c'était Claude Lévi-Strauss, Ballandier, Logs Oriental, c'était mes idoles à l'époque, parce que je voulais... En fait, mon plan, c'était de venir faire un doctorat de 3e cycle ici à Paris, et d'écrire le roman comme je rêvais depuis toujours. Et en fait, par accident, à cause le fait que ma petite chambre de bonne, qui était rue Copernic, 50 rue Copernic, je me souviens très bien, tout petit, 10 mètres carrés, sans chauffage, sans eau, l'eau froide sur le palier et 2 tuyaux de l'eau chaude qui passaient dans le champ, qui chauffaient un peu.
Et quand on m'a dit, il y a la cinémathèque à côté et tout, c'était un refuge où je suis allé voir les films. Et c'est là que j'ai attrapé le virus du cinéma. Et c'est très drôle parce qu'au premier rang, il y avait Tavernier, il y avait Parution, il y avait aussi des Truffaut qui passaient de temps en temps, Godard, tout le monde était là. La cinémathèque était vraiment le temple du cinéma. Et toutes les metteurs en scène de Nouvelle Vague, on les croisait là-bas. Il y avait Langlois et Mary Merson qui travaillaient avec lui, qui étaient à l'entrée, et qui étaient très gentils, même déjà, on parlait entre nous. Il n'y avait pas cette... eux et nous, en fait, c'était vraiment un endroit très accueillant. Et c'était la grande époque de cinéphile. Et effectivement, j'ai dit, là, j'ai trouvé c'est ce que j'ai envie de faire. C'est de faire du cinéma. Le parcours est intéressant. Le cinéma, surtout à cette époque-là, mais à toutes les époques, c'est un métier assez fermé, très difficile pour entrer. Donc, une fois qu'on a une passion de cinéma, beaucoup de jeunes avaient des passions de cinéma. C'était le rêve de beaucoup de jeunes. C'était, comme je dis, la grande époque de la cinéphilie, tout le monde rêvait de faire des films, etc. Mais comment faire? Et surtout, mon français était très moyen. Je connaissais personne. Et donc, très naïvement, j'ai demandé à gauche et à droite comment on dans le cinéma, etc. Il y a une chose que j'ai compris en France. La première chose qu'on vous demande, c'est pas c'est ce que vous avez fait, mais vous venez de la part de qui? Et comme j'avais aucune relation, toutes les portes étaient fermées. Et un jour, je lis dans une revue de cinéma qui s'appelle Cinéma 66 ou 65, je me souviens, une petite stage qui se passait à la maison de jeunesse à Cannes, pendant les vacances scolaires de 65-66. Donc, j'y vais là-bas, je m'inscris, je prends le train, j'arrive à Cannes et j'arrive dans cette stage et je me rends compte que c'était des gamins de 12-13 ans. Et moi, j'avais 20 ans à l'époque. Mais les moniteurs de stage étaient des étudiants de Louis Lumière. Ils avaient mon âge. Donc, j'ai découvert l'existence des écoles de cinéma parce que je ne connaissais même pas. Et on se sympathisait et on m'a dit, il faut venir nous voir, voilà l'école, et c'est rue de Vaugirard, Montparnasse, voilà. Donc, je rentre à Paris, je passe à l'école, je vois le directeur, et comme j'avais aucune expérience, j'ai inventé une histoire, j'ai dit, écoutez, je suis ethnologue, qui était vrai, et que je voulais apprendre la technique pour faire ma thèse de 3e cycle d'ethnologie. Et je voulais partir chez les Pearl en Haute-Volta, parce que j'avais un copain qui était là en train de faire une thèse, qui m'a envoyé des photos. J'ai dit, ça c'est chouette, je vais faire un film. C'était un peu vrai, un peu faux, mais je pense que j'avais envie de dire, je vais m'exprimer par le cinéma. Et je me suis dit, c'est une école technique qu'il faut. Parce que en arrivant à Paris, ils m'ont parlé, bien entendu, les étudiants de l'école Louis Lumière, qui était rue de Vaugirard, mais ils m'ont dit aussi l'IDEC. Je suis allé voir l'IDEC, qui était vraiment une école de metteur en scène. Et j'étais moins à l'aise parce que les gens n'avaient plus de culture cinématographique, était beaucoup de fils de famille, il y avait une ambiance qui n'était pas du tout, c'est ce que j'ai cherché. Et je trouvais qu'à Louis Lumière, à l'époque, c'était des milieux plus modestes. C'était une chose très concrète parce que c'était une technique de cinéma. Et à l'époque, c'était dans une ancienne école maternelle. C'était fondé en 1920 par Louis Lumière et ça n'a quasiment pas bougé. Il y avait un studio qui était minuscule. On avait une caméra, pas deux. Un vieux truc qui était là et qui était le même. Et c'était très modeste. Mais j'étais entouré par les gens qui, comme moi, connaissaient peu de choses parce que c'était la technique. Et je me suis dit, dans un métier très compétitif, c'est bien d'avoir une base technique très forte. Donc, je fais un BTS de cinéma qui n'est pas du tout le même BTS d'aujourd'hui. C'est un BTS qui était beaucoup plus difficile, il fallait avoir pas mal de diplômes, enfin c'était plus compliqué.
Et le directeur me dit, vous pouvez entrer sur titre, parce que j'étais très, très mauvais en maths, tout ce qui est sciences, et c'était un peu la base pour entrer, c'était mieux d'avoir un bac scientifique ou mathématique, ou je sais pas quoi, pour entrer à Louis Lumière. Donc, je suis allé à l'ambassade américaine, et l'attaché culturel était un homme qui s'appelle Philip Wiley. Et par hasard, il était sociologue, ethnologue, et il a fait un livre, un classique qui s'appelle Un village dans la Vaucluse, qui est une grande classique ethnographie sur un village dans la Vaucluse. Et ça se trouvait que j'ai lu son bouquin et j'adorais son bouquin. Donc, je suis allé le voir et j'ai fait un baratin. Ah, votre livre, c'était super, qui est vrai, superbe et tout. On s'est sympathisé. Et il m'a fait une lettre extraordinaire, comme j'étais un des plus grands ethnologues ou autant étudiant d'ethnologie, etc. Bon, je suis arrivé à l'école et puis je suis rentré à Louis Lumière ce titre. Mais à la fin de mes études, qui étaient 2 ans, avec une 3e année de stage, j'ai eu le BTS français à l'époque. Bon, pas avec une mention, mais j'ai eu le BTS. Mais c'est vrai que je suis allé avec l'idée d'être réalisateur. C'est ce que je voulais faire. Et je me suis dit, ça c'était une chose, mon approche d'avoir une base technique me donne un avantage sur d'autres réalisateurs. Parce que j'étais dans un milieu très compétitif, très compliqué. J'étais un étranger. Je parlais un peu de français, mais j'avais pas de chance. Je dis, comment je vais percer dans un métier extrêmement difficile? Il faut que j'ai une connaissance très forte techniquement. Quand j'arrive sur un plateau, même aujourd'hui, je sais, bon, vous mettez un 50 mm, vous faites ci, ça, enfin, je vois, hein, je connais mon affaire techniquement. Et donc, je fais Louis Lumière, et je fais une chose aussi que peu d'étudiants ont fait à l'époque, c'est que j'ai fait tous les stages qui étaient proposés. C'était à l'extérieur de l'école, il y avait un tableau avec les stages. Donc, le premier stage que j'ai fait, c'était chez un labo qui s'appelle CTM, qui n'existe plus, Jean Éclair, etc. J'ai fait un stage chez Alga, qui était rue Saint-Maur, c'était tout petit. Et là, ça a ouvert beaucoup de portes parce que j'étais le petit Américain, j'étais dans les ateliers. Toutes les premiers assistants qui sont venus pour tester les caméras, etc., je me suis sympathisé avec eux. J'ai connu des chefs opérateurs et tous les samedis à l'époque, le patron d'Alga invitait tout le monde à déjeuner. Donc, si on était là, je pouvais être assis avec Guylaine Cloquet, grand chef opérateur, je pouvais avec Coutard, enfin tout le monde passait. Donc, j'avais une espèce de période d'initiation où j'étais entouré par quand même toutes les grandes caméramans de la Nouvelle Vague. Et puis, en sortant de ça, j'ai commencé de faire les petits films comme directeur de la photo pour des copains ou cadreur ou assistant. Willy Corrant, j'ai fait un film, j'étais deuxième équipe avec lui. Enfin, il y avait plein... c'était une période aussi qui était... C'était un autre métier. Mais toujours avec le but de réaliser. Et comment j'ai fait mon premier film, c'est très simple. J'ai fait un des stages que j'ai fait, c'était d'être cameraman à le centre de veste de l'ORTF, qui était la télévision, une télévision d'État. Et j'ai commencé, le premier stage, c'était même pas un stage, le boulot que j'ai trouvé, c'était de faire de bons titres à Cognac G, qui était là où on faisait toutes les actualités. Et après, j'ai fait un stage à Centre de Vèze, où j'étais cameraman d'un magazine qui s'appelle Île-de-France, qui ça passait avant le journal de 20h. Et on avait la pellicule, on avait beaucoup de matos, toutes les dernières 16 mm, l'RBA, le couteau, on avait tout. Et je faisais des petits reportages. Et en même temps, on avait notre petit labo. On avait beaucoup de pellicules irréversibles, noir et blanc.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les week-ends, on a sorti les caméras, on faisait nos courts-métrages. Lundi matin, on a fait développer là, on a monté là, etc. Donc, je commençais à faire des petits courts-métrages qui étaient plus genre documentaire au début. Et après ça, on a monté une société de courts-métrages, un co-op de courts-métrages avec des étudiants qui étaient à Vaugirard, à Louis Lumière avec moi à l'époque. Donc on avait toute une bande de jeunes qui étaient avec nous et on était 7 et on a monté une société qui s'appelle Pi Production. Et des gens qui étaient à Pi Production, c'est des gens maintenant qui sont devenus directeurs de la photo. Ils étaient Patrice Lecomte, Luc Béraud, Robert Réard qui dirigeait Ellipse, Pierre Breton-Jaune qui était président de production de France 2 maintenant. Hein, mais à l'époque, on était des jeunes et on a produit nos courts-métrages en 35 mm. Souvent avec une subvention de CNC, souvent sans subvention de CNC. Donc, je fais 3 courts-métrages en 35 mm. Et les courts-métrages ont eu pas mal de prix, ils ont fait dans le festival, et puis un jour, j'arrive au long-métrage. Mon premier long-métrage, c'est arrivé d'une manière, comme beaucoup de choses dans la vie, un peu par hasard, un accident. Moi, je crois beaucoup à ça. Il y a des gens dans la vie qui disent, je veux être médecin, je veux être avocat, je veux être cinéaste, et tout est planifié. Moi, c'est la vie. Et un jour, je rencontre une femme qui s'appelle Helen Scott. Et Helen Scott, c'était un peu la maman juive de Truffaut. C'était une Américaine qui dirigeait Unifrance à New York, qui a adapté François Truffaut et qui a fait sa carrière un peu en Amérique. Et puis, elle est venue en France. Et elle a travaillé pour les artistes associés. Et à l'époque, les années 50 et 60 et même 70, toutes les grandes studios américaines avaient une société en France. Et Helen Scott a dit, voilà, je ne me souviens pas comment je l'ai connu, peut-être par Truffaut, parce que Truffaut m'a donné les chutes de Baiser volé pour faire mon premier court-métrage. C'est-à-dire que les petits bouts de pellicule qui restaient, c'était les chutes de Baiser volé. Est-ce que c'était par ça? Je ne me souviens pas exactement. En tout cas, Helen Scott me dit, j'ai organisé une projection aux artistes associés pour elle et Saul Cooper, qui était président des artistes associés de France. Et Helen Scott, il connaissait tout le monde, toute la nouvelle vague. C'était un des personnages de cinéma français à l'époque qui faisait vraiment le pont entre l'Amérique et la France. D'ailleurs, c'est elle qui fait des interviews avec Truffaut et Alfred Hitchcock. Donc, c'est elle qui traduit pour Truffaut. Donc, en le temps, si on écoute les bandes, c'est Helen qui pose les questions, qui traduit toutes les questions de Truffaut. Donc, Helen et Saul Cooper voient le film et Helen est étonnée. Mais je te connais pas, toi. Tu es américaine comme moi, mais tu sors d'où? Parce que elle était très impressionnée surtout par le court-métrage, mon dernier court-métrage qui s'appelle Vive les Jacques, que j'ai fait en 1972. Donc, on parle de 1972. Et elle me dit, donc ça devait être en 73, c'est un film qui a fait beaucoup de festivals, qui a beaucoup de prix, donc les artistes associés voient le film, et Helen me dit, viens chez nous et vois tous nos résumés de scénarios, parce que dans toutes les sociétés américaines, ils lisent systématiquement les scénarios, tous les livres qui sortent, et ils font un petit résumé qu'ils donnent, ils mettent dans les fichiers, pour donner éventuellement aux producteurs. Donc, je commençais à lire des petits résumés, des petits critiques sur les bouquins, et je tombe sur un livre qui s'appelle Briard-Pontolbiac de Léo Mallet. Et je m'emballe pour ça. Je dis, ça, c'est moi qui aime Paris, parce que moi, je suis un fou de Paris. Paris, pour moi, c'est ce qu'est New York pour Woody Allen. Je veux dire, c'est mon source c'est une passion. C'est un personnage dans mes films, Paris. Et donc, je dis,
ça c'est qui est ce mec? Et puis cet auteur, il a fait chaque livre sur un quartier de Paris. Et je lis Brouillard de Pont-Olbiac et d'autres livres de Léon Mallet que je trouve vraiment de loin le meilleur livre de Léon Mallet. Et je dis, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai écrit une lettre à Léon Mallet qui était complètement dans l'oubli. Il n'était pas publié en livre de poche pour l'instant. Il était totalement oublié par les Français. C'était, je crois, la dernière, c'était en 1943, pendant la guerre. On parlait de Léon Mallet. Il était camionneur. Il habitait dans un quartier ouvrier à Montrouge. Et il dit, ouais, il faut me payer un petit peu, j'en ai marre, les gens, enfin, il râlait un peu. Bon. Je crois que je lui donnais 500 francs, ou une somme dérisoire pour avoir une option de 6 mois, 1 an. Et avec ça, je fais un scénario avec un copain qui s'appelle Claude Villers, qui était une personnalité de la radio, que je connaissais par, il avait une femme américaine à l'époque. Et donc, avec Claude, on fait un traitement, c'était un scénario sans dialogue, et je commence de voir les producteurs. Et je tombe sur un petit producteur, jeune mec, qui dit, ah, c'est pas mal, mais il y a un autre livre de Léon Mallet qui est beaucoup plus commercial, parce que c'est Saint-Germain-des-Prés. Et donc, moi, je suis d'accord pour travailler avec toi, mais on fait La Nuit de Saint-Germain-des-Prés. J'ai dit d'accord, parce que moi, on aurait pu me proposer l'annuaire de téléphone, j'aurais dit oui, hein? OK, je vais faire un long métrage. Donc, je pars sur ce livre de Léon Mallet, qui est pas mal, mais moins bien que Brouillard de Pont-Olbiac, on n'a pas encore fait au cinéma. D'ailleurs, peut-être je vais le faire, un de ces 4. Donc, moi, je pars là-dessus et j'engage, qui travaille avec moi, un copain de Louis Lumière, Robert Ayat, qui maintenant dirige Ellipse Animation, hein, qui était ex-patron d'Ellipse, qui était une boîte de Canal. Et Robert et moi, on fait le premier scénario. D'ailleurs, il a fait le premier court-métrage avec moi. Et je crois que j'ai laissé tomber Claude Villers. Enfin, laissé tomber, il avait autre chose à faire. Et puis, le producteur a mis un vieux de Saint-Germain-des-Prés pour faire un peu le dialogue. Bon. Et je fais mon premier film. Mais il faut dire que le scénario était avec beaucoup de défauts. C'est-à-dire que là, j'ai pris une grande leçon. C'est que quand on adapte un livre, c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus difficile que d'adapter, de faire un scénario original. Et c'est vrai que c'était très compliqué parce que déjà, le livre n'était pas terrible et nous, on a pris tous les défauts de bouquin. Et comme j'avais pas le métier de scénariste, j'ai pas pris un cours de scénario parce qu'à Louis Lumière, il n'y avait pas de cours de scénario. J'étais vraiment pas équipé. Et en fait, j'ai appris le métier de scénario en faisant des scénarios. Hein, j'avais aucun prof, il n'y avait aucun bouquin à l'époque où on pouvait lire comment faire un scénario, il n'y a rien. Donc, on a fait un scénario qui est pas terrible. Mais ce qui est réussi, c'est que j'avais rien pour faire le film. Et on a réussi, avec mon ami Hilton Mecanico, qui était un copain qui était styliste de mode, que j'emmenais dans le cinéma. Il a fait un de mes courts-métrages. Et après, je l'ai présenté à Rob Grillet. Il a fait un des premiers films de Rob Grillet. Et après, Ben X, La Lune dans le caniveau, Diva, etc. Mais à l'époque, c'était un pote que je l'emmenais. Et on a fait les décors et une grande partie des costumes avec Annie Perrier, qui était une costumière, qui était la femme du producteur. Hein. Et on a fait ce film pour rien. Petit budget. Et une chose qui fonctionne très bien dans le film, c'est un film où on sent l'atmosphère, le climat de Saint-Germain-des-Prés en 1950 après la guerre. Et ça, c'est très réussi. Et j'ai fait un autre truc, une grande leçon pour moi. J'ai pris Michel Galabru dans un contre-emploi parce que j'ai toujours pensé que les comiques peuvent être des très grands acteurs dramatiques. Mais j'ai fait une bêtise quand même. C'est que je voulais diriger tellement Michel que j'ai cassé un peu trop. Et j'étais pas disponible pour recevoir ce qu'il pouvait me proposer. Il fallait
d'oser. Bon, c'était une leçon de jeunesse. Surtout, avant, une chose que j'ai pas dit, qui est très importante, j'ai fait, comme j'avais une base technique très forte quand j'ai quitté Louis Lumière, c'est ce qui m'a manqué, c'est direction d'acteur. Et c'est là que j'ai rencontré Lise Strasberg, qui est venue à Paris pour faire un stage. J'ai fait le stage et son bras droit, Andrés Voutsinas, a resté et qui a continué de faire des stages. Et j'ai fait partie de cette troupe de théâtre qui s'appelle le Théâtre de 50. Il y avait Delphine Seyrig, il y avait Claude Boisser, il y avait même Jane Fonda à un moment donné. Il y avait du beau monde. Et beaucoup d'acteurs de théâtre, André Julien, que j'ai utilisé dans mes courts-métrages, etc. Donc, je fais vraiment... Pour compléter mon éducation, je fais vraiment 7 ans en travaillant avec les acteurs. C'était une chose très importante. Et l'expérience de premier long-métrage était telle que j'ai appris beaucoup de choses. Je trouve que le film est loupé, mais visuellement, c'est un film très beau et je n'y ai pas du tout cette expérience.